Alors, donc moi, je suis bonjour à tous et puis merci de m'avoir proposé cette intervention aujourd'hui. C'était passionnant ce matin. J'ai beaucoup aimé vous écouter. Donc moi, je suis Coralie Sanson et je travaille avec l'équipe de recherche d'une langue à l'autre qui est née à l'hôpital Avicenne avec Marie-Rose Moreau dans les années 2003, 4, 5 par là, 2005. Et puis, je travaille toujours avec cette équipe-là qui maintenant est basée aussi à Cochin, à la Maison de Solesmes, et avec le Centre Babel qui s'occupe de faire les formations de l'outil ELAL qu'on a conçu dans le sein de cette recherche, au sein de cette recherche. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'exploration des compétences linguistiques en langue maternelle, donc, qui est vraiment un défi colossal et qui nous est apparu très tôt comme étant un défi transversal et collectif. Collectif parce que on a besoin de toutes les institutions et les intervenants, que ce soit psychosocial, scolaire, soignants, juridiques, politiques, etc., pour pouvoir faire avancer ce débat-là et cette thématique-là. Et puis transversale parce qu'effectivement, on a besoin de toutes ces compétences-là et aussi de toutes les postures politiques vis-à-vis des langues. Et Dieu sait qu'en France, c'est un débat qui reste assez tendu. Alors, cette diapo voilà, montre un peu ce qu'on appelle la fleur des interactions langagières avant le langage, avec la langue maternelle au centre, qui est une langue maternelle qui permet de structurer le sujet, qui s'inscrit voilà, dans vraiment la construction de la personnalité et de l'identité. Enveloppe sonore, langue des interactions, ancrée dans le corps, est un vecteur d'enculturation et un objet de transmission. Alors, la diapo d'après, j'ai mis une petite citation que j'aime beaucoup de Sinatra en 2005, que je trouve intéressante parce que elle remet la langue maternelle au cœur de la vie du bébé et de la famille. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier derrière le statut des langues. Ce matin, Laurie Tuller qui parlait effectivement du fait qu'un bilinguisme anglo-français ne sera pas du tout perçu comme un bilinguisme arabe-français. Effectivement, le statut des langues est très actif encore. Et on oublie du coup que la langue maternelle est vitale, et même tellement vitale qu'on devrait presque concevoir le droit à la langue maternelle comme un droit fondamental humain, au même titre que le droit à la croyance, au libre choix du lieu de vie, etc. C'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir d'ailleurs avec l'équipe de recherche. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc bilinguisme, les enfants bilingues, qui sont-ils? Eh bien, ce sont des enfants qui reçoivent régulièrement des informations en deux langues ou plusieurs durant la période la plus dynamique du développement du langage, donc entre, grosso modo, la période prénatale et puis jusqu'à à peu près la préadolescence, milieu de l'adolescence. Et puis ces combinaisons, modulées par des facteurs sociolinguistiques, produisent bien sûr des profils bilingues très différents. Alors, je ne vais pas vous parler de définition vraiment parce que c'est pas forcément, enfin, vous allez en entendre parler, mais c'est pas très utile de s'attarder là-dessus. Il y a plein de définitions différentes. C'est juste là, je les ai mentionnées simplement pour que ce sont des termes que vous pouvez entendre ou rencontrer dans la littérature. Donc c'est bien d'avoir en tête, voilà, simultané, successif précoce, successif tardif, composé, coordonné, subordonné. Voilà. Après, parle aussi dans la diapo suivante de ce qu'on appelle l'attrition des langues. Ça, je m'y attarde juste un tout petit peu parce que c'est vrai que c'est un phénomène qui peut être assez étonnant. C'est un phénomène psycholinguistique qui advient dans un contexte de contact des langues et qui se caractérise par un tassement, une diminution des connaissances de la langue maternelle. C'est un phénomène qui est réversible, bien sûr, surtout si la réexposition du sujet à L1 intervient tôt et fréquemment dans sa vie. Voilà, donc c'est un phénomène parfois qu'on rencontre dans les fratries avec, par exemple, les aînés d'une fratrie qui parlent très bien la langue maternelle, et puis au fur et à mesure de la fratrie, par exemple, le petit dernier, comme la langue française, la langue seconde est arrivée dans le foyer, eh bien, le métissage s'est opéré, et du coup, le petit dernier va peut-être moins bien maîtriser sa langue maternelle. Alors, jusqu'à parler d'attrition, c'est quand même assez extrême, mais c'est un terme qu'on rencontre. Donc, c'est pour ça que je voulais un tout petit peu l'évoquer là. Personne ne remet en cause maintenant les avantages liés au bilinguisme, donc ça je vais passer très vite aussi. On sait que ce sont des avantages cognitifs en termes de réussite scolaire aussi, qui vont aussi, ces personnes-là vont avoir des facilités à apprendre une langue supplémentaire. Voilà, donc ça c'est des choses qui ne sont plus du tout remises en question.
contrairement au milieu du XXe siècle, où c'était avec les biais socio-économiques que l'on connaît, dans les études qui étaient faites aux États-Unis notamment, on n'était pas du tout sur cette posture-là. Là, aujourd'hui, on sait que le bilinguisme est un état qui apporte des avantages vraiment bien au-delà des tâches purement linguistiques d'ailleurs, cognitives de manière plus large. Alors, la diapo suivante, là, je m'arrête un petit peu là-dessus parce que c'est vraiment ce qui nous a servi de cadre théorique pour construire la recherche bilingue d'une langue à l'autre et pour construire plus précisément les LAL d'Avicenne. Tout ce qui a été théorisé d'abord par Toby Nathan dans les années 70 et puis ensuite Marie-Rose Moreau sur le fait de concevoir un petit peu des concepts, comment on voit les enfants de migrants bilingues, plurilingues qui grandissent entre plusieurs mondes, entre deux mondes, entre plusieurs mondes, avec cette idée de vulnérabilité spécifique. Et ce que décrit Marie-Rose Moreau dans Enfants d'ici, venus d'ailleurs, donc c'est un de ses premiers ouvrages sur la question, en 94, je crois, avec le développement de l'enfant migrant qui se construit sur un clivage nécessaire. Alors, ça n'est pas un clivage au sens psychodynamique, psychique, comme les psychologues cliniciens l'entendent, c'est vraiment un clivage phénoménologique des univers de l'enfant. Et ce clivage est nécessaire dans la mesure où l'enfant va différencier le monde du dedans, entre guillemets, qui représente la famille, la langue maternelle, la culture d'origine des parents, donc tout ce qui est vraiment l'intimité familiale, la langue des affects, des émotions, etc. Et puis le monde du dehors, qui est la société d'accueil, la langue, la culture du pays d'accueil, l'école, les institutions auxquelles les familles vont être confrontées. Et donc ce clivage-là, évidemment, il est nécessaire pour pouvoir se repérer un petit peu dans ces univers-là. Et tout le travail de métissage va être le travail de reliaison justement entre ces univers-là, entre ces mondes-là, d'arriver à... On a clivé, mais il faut aussi relier tout ça pour qu'on puisse développer un bilinguisme harmonieux. Et donc, c'est ce que Marie-Rose Moreau évoque quand elle parle de concept d'enfant exposé. Ensuite, là, j'ai parlé de... Je m'attarde un petit peu sur cette diapo. Ça me semble important parce que ce que je vous ai mis là, ce sont des âges seuils ou âges de vulnérabilité. C'est-à-dire que chez les enfants... Alors, c'est vrai pour quasiment tous les enfants, puisqu'il y a des grandes transitions qui s'opèrent à ces âges-là, hein, comme vous pouvez voir, mais ça l'est encore plus pour les enfants de migrants qui grandissent dans un contexte plurilingue parce que des paramètres vont s'opérer dans cette dynamique-là, notamment le premier seuil là, que j'ai mis, autour de 3-4 ans, qui correspond pour la plupart des enfants au début de la scolarisation ou l'entrée au kindergarten, au jardin d'enfants dans certains pays, avec des phénomènes qui peuvent parfois, notamment je pense beaucoup aux enseignants en petite section maternelle qui voient arriver des enfants de migrants, qui sont parfois très, très perplexes sur comment ces enfants vont faire avec la langue seconde. Alors, il y a plusieurs choses. Donc là, je vais passer un petit peu de temps sur cette diapo. C'est vrai que la confrontation à L2, quand l'enfant rentre à l'école, peut être un événement potentiellement traumatisant. Parce que s'il n'a pas du tout été préparé avec sa famille et avec l'école au fait qu'il allait rencontrer une autre langue, l'enfant se retrouve d'un seul coup, comme ça, à ne plus comprendre du tout, alors qu'il maîtrisait parfaitement bien sa langue maternelle. Il ne comprend plus et ses pairs ne le comprennent plus et les adultes ne le comprennent plus. Donc, que se passe-t-il à ce moment-là? Pour un enfant qui va bien, pour qui les choses se déroulent bien, on va avoir une phase avec laquelle l'enfant va continuer à utiliser sa langue maternelle avec les petits copains, les adultes de l'école, et puis se rendre compte progressivement que ça n'est plus possible de se faire comprendre avec cette langue-là. Et donc, il va abandonner progressivement l'usage de cette langue à l'école, et puis il va se mettre en posture d'observateur un petit peu pour voir ce qui se passe. Donc là, c'est des phases un petit peu de retrait oral, mais pas forcément relationnel. C'est-à-dire que l'enfant est toujours dans la relation. Donc là, par exemple, si on a un enfant qui opère un retrait comme ça pour observer un peu ce qui se passe et commencer à s'imprégner de la langue seconde dans le bain de langage qui l'environne, c'est plutôt bon signe. Alors évidemment, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, il ne faut pas que ce soit trop flagrant, il faut qu'il puisse être dans la communication malgré tout, notamment la communication non verbale, mais c'est plutôt bon signe. Et puis progressivement, l'enfant, s'il n'est pas trop inhibé ou dans des bonnes relations, va commencer à utiliser des idiomes, des tournures idiomatiques de la langue, bonjour, comment ça va, merci, etc. Et va enrichir tout ça. Et puis, il va vraiment avoir une phase d'apprentissage des sons, des mots de la nouvelle langue. Et cette phase-là va être importante parce que l'enfant va faire des erreurs, évidemment, en langue seconde.
On imagine bien que si on évalue le langage en français, avec des outils standardisés en français, à cette phase-là, chez un enfant qui est en petite section ou éventuellement moyenne section, on va trouver évidemment des difficultés, mais qui ne sont pas forcément caractéristiques d'un trouble du langage, qui vont être vraiment ces difficultés vont être dans la dynamique d'acquisition d'une langue seconde. Ça, c'est très très important de l'avoir en tête parce que c'est une des raisons pour lesquelles on surdiagnostique des troubles du langage chez les enfants de migrants, aussi les enfants bilingues, parce que on teste à des moments où ils sont en phase d'apprentissage de la langue. Donc forcément, quand on est en phase d'apprentissage d'une langue, eh bien, on fait des erreurs. Et ça, c'est vrai pour n'importe qui, hein, pour vous, pour moi, pour n'importe quelle personne qui apprend une langue. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à quel moment on évalue la langue seconde et comment on l'évalue. Et puis, progressivement, les enfants vont se familiariser avec la langue de manière de plus en plus performantes et vont acquérir quasiment un niveau de locuteur natif de la langue seconde francophone. Donc ça peut prendre quelques semaines pour certains enfants, quelques mois pour d'autres, ça peut déborder jusqu'à la moyenne section, éventuellement grande section. Normalement, les enfants qui vont bien en milieu de moyenne section, fin de moyenne section, ils ont quasiment, ils continuent de faire des petites erreurs, mais ça n'a rien de caractéristique d'un trouble du langage. Ensuite, on a le deuxième seuil, qui est la phase de 6-7 ans à peu près, qui correspond à l'entrée à l'école élémentaire, au CP, avec l'entrée dans les grands apprentissages, où là, on va être confronté à la lecture, l'écriture, les calculs, et notamment dans la lecture et l'écriture, tout ce que cela implique de mise en relation entre la langue orale et la langue écrite. Là aussi, c'est très, très important parce que le rapport entre la langue orale et la langue écrite, pour nous, il est évident, c'est-à-dire que le lien entre les graphèmes et les phonèmes, c'est quelque chose qu'on a construit. Mais quand on a une langue maternelle à la maison, dont on ne sait pas vraiment quels sont ces liens dans cette langue maternelle avec la forme écrite de cette langue maternelle, c'est compliqué ensuite de pouvoir transposer ça en langue seconde, surtout dans la dimension symbolique. Comment la culture d'origine de l'enfant a-t-elle investi l'écrit? Quelle est l'importance des livres? Donc ça, c'est vrai pour tous les enfants, on est d'accord, mais ça l'est aussi, bien sûr, pour les enfants qui grandissent dans un univers plurilingue. Le risque de recul scolaire ou de retrait relationnel et cognitif peut exister à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est bien d'être assez vigilant sur la façon dont l'enfant s'empare de l'outil écrit. Ça peut être un moment de panique aussi, c'est-à-dire qu'à la maison, si la langue est exclusivement orale ou qu'il y a très peu de livres dans la langue maternelle, il peut y avoir des livres par exemple en langue seconde, hein, mais il n'y en a pas forcément en langue maternelle, eh bien, ça peut être quelque chose de très compliqué à comprendre pour les enfants qui rentrent dans l'écrit. Donc là, par exemple, l'idée de fonctionner avec des comptes bilingues, avec qu'on demande, voilà, qu'on peut demander aux familles qui sont manuscrits, est-ce qu'ils ont des petits bouquins de eux quand ils étaient petits, ça peut aider aussi à remettre en lien, c'est toujours la mise en lien des mondes d'appartenance de l'enfant qui est importante, ça peut aider à la remise en lien des mondes d'appartenance de l'enfant, et là pour l'outil écrit. Et puis ensuite, on a un troisième âge, seuil ou de vulnérabilité qui correspond à la préadolescence, où là, les enfants arrivent au secondaire avec tout ce qui est toute la charge de travail supplémentaire, l'environnement scolaire plus contraignant, plus responsabilisant, le début des processus adolescents avec tous les remaniements identitaires que cela implique. Et on sait bien que la langue maternelle est un facteur de construction identitaire absolument crucial. Donc forcément, là, ça va être remanié, éventuellement avec des choix personnels des ados de ne plus parler leur langue maternelle ou de la parler de manière exclusive. Là, évidemment, on voit que le statut des langues, la façon dont la société considère les langues va avoir un impact énorme, c'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, tous les bilinguismes ne sont pas perçus de la même manière socialement, alors que tous les bilinguismes se valent d'un point de vue purement psycholinguistique, ça on est d'accord là-dessus, mais on ne va pas percevoir un bilinguisme anglo-français comme un bilinguisme arabe-français, et peut-être que le sentiment un peu d'exclusion des ados va les pousser à abandonner leur langue au détriment des relations intrafamiliales notamment. Donc on peut avoir des débuts de conflits comme ça qui émergent. Donc voilà, c'était une diapo sur laquelle je suis restée un petit peu longtemps, mais elle est importante parce que ces âges seuils peuvent vraiment permettre de comprendre comment on va évaluer la langue seconde et la langue maternelle des enfants, à quel âge et avec quels outils. Alors, la diapo suivante, s'il vous plaît, merci. Donc là, pour résumer, bilinguisme, la transmission de la langue maternelle n'est pas un acte
exclusivement linguistique, c'est un processus de transmission évidemment linguistique, mais aussi culturel, et c'est un processus de la construction de la personnalité. Donc là, je rappelle, je le mets toujours, hein, j'ai parfois l'impression d'enfoncer une porte ouverte quand je dis ça, mais je pense que c'est tellement important de remettre les familles dans leur rôle crucial de parler la langue maternelle avec les enfants. Alors, on reviendra après sur ces questions-là, parce qu'il y a des contextes dans lesquels c'est très compliqué de parler la langue maternelle, hein, notamment en cas de psychotrauma. Mais ça reste quand même quelque chose de très moteur et de très revalorisant pour les parents. Et ça les remet en position parentale, ça les renarcissise dans leur position parentale, le simple fait de les encourager à parler la langue maternelle. Donc ça aussi, c'est très important. Alors, les troubles du langage dans un contexte bilingue, ça aussi, on s'accorde maintenant à dire de manière générale que le contexte plurilingue n'augmente pas l'intensité d'un trouble spécifique du langage chez un enfant bilingue, s'il en a un. La coprésence des langues, concomitance de leur apprentissage, ne sont pas à l'origine de retard de langage ni de speech language impairment, donc ce qu'on appelle plus communément trouble spécifique du langage oral ou dysphasie, on utilise ce terme-là aussi. Si effectivement on est dans le cadre d'un speech language impairment, eh bien les difficultés vont être retrouvées dans toutes les langues de l'enfant, dans les 2 langues, de toutes les langues. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, là, c'était Malika Benhabi Bensekar qui en a parlé en 2015, c'était les risques de soit sous-diagnostic, soit sur-diagnostic chez les enfants bilingues des troubles du langage. Soit on va tout mettre sur le dos du bilinguisme en disant bah oui, il est bilingue, donc c'est normal qu'il soit en retard, soit au contraire, on va dire ah bah non, on ne va pas tester maintenant, on ne va pas évaluer parce que de toute façon, il est bilingue, il apprend plus lentement. Voilà, donc c'est un peu une espèce de balancier entre surdiagnostic et sous-diagnostic. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on essaye d'être assez vigilant aussi. Donc dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on a pu... On a commencé à réfléchir en 2005 avec l'équipe à Avicenne, avec Dalila Rezoug, avec Marie-Rose Moreau, avec Geneviève Serre, enfin, avec tout un tas d'intervenants, pédopsychiatres, psychologues, anthropologues, épidémiologistes et méthodologistes pour essayer de comprendre comment on pouvait faire. Et on a essayé de réfléchir sur une hypothèse, alors empiriquement et cliniquement, qu'on trouvait assez cohérente, mais il fallait encore la prouver. Notre hypothèse principale de la recherche, c'est de dire que des relations familiales transgénérationnelles et intergénérationnelles fréquentes et ou investies chez les parents et les enfants, et des affiliations culturelles des parents au pays d'origine et au pays d'accueil investis, sont associées à un meilleur usage de la langue maternelle et à de plus grandes habiletés en langue seconde, chez les enfants de migrants nés en France. Donc, pour essayer de valider cette hypothèse-là, on a conçu l'ELAL, donc l'outil d'exploration de la langue maternelle, et puis on a aussi associé un questionnaire parental de parcours langagier. J'en parlerai très brièvement tout à l'heure parce que c'est assez dense. Je ne pourrais pas beaucoup m'attarder là-dessus, mais je vais vous en évoquer un tout petit peu certaines lignes. Donc, l'esprit de l'ELAL, en fait, on a voulu construire un outil qui soit avec une grande adaptabilité, qu'on puisse utiliser quelle que soit la posture du passateur, que ce soit un enseignant, donc dans la sphère éducative, psychosociale, petite enfance, donc dans les crèches, à l'école bien sûr, dans les lieux de soins, pédopsie, autres, peu importe, psychologue, orthophoniste, j'oublie infirmier, enfin n'importe qui pourrait s'intéresser à ces questions-là peuvent utiliser cet outil. Et puis on l'a voulu aussi évolutif, c'est-à-dire qu'on a eu envie de construire un outil qu'on puisse utiliser plusieurs fois. Alors je vais vous expliquer pourquoi on peut l'utiliser plusieurs fois. Parce que en fait, on a fait un outil non standardisé. Donc ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Ça peut surprendre, mais finalement, c'est assez bien. Je vais vous dire pourquoi. Donc, l'esprit de l'ELAL, c'est... On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. L'évaluation en langue maternelle, on a vu cet outil comme un révélateur de compétences. C'est-à-dire que on a eu envie de mettre en évidence des compétences qui étaient invisibles, soit parce que les familles ne souhaitaient pas mettre ces compétences-là en avant, soit parce que socialement, c'était des compétences qui n'étaient pas valorisées, et donc on a un peu envie de mettre ça en retrait. Donc on s'est dit, voilà, on va valoriser ces compétences en langue maternelle, et on va essayer, en faisant ça, de renforcer les processus de construction identitaire du sujet en essayant de le faire cheminer vers une dynamique de métissage.
Donc, l'ELAL n'est pas un outil standardisé. On n'a pas standardisé cet outil pour plusieurs raisons. Déjà, idéologiquement, pour les raisons que je vous ai déjà expliquées là. Parce qu'aussi, constituer une population de référence dans toutes les langues que l'on rencontrait, donc c'était en Seine-Saint-Denis, je peux vous laisser imaginer le nombre de langues qui existent dans le département de Seine-Saint-Denis, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, constituer une population de référence avec un groupe contrôle à parier par âge, par catégorie socio-économique, etc., évidemment, relevait de la mission impossible. Donc, on s'est dit, on va aller vers quelque chose de plus dynamique. Donc, effectivement, on a construit cet outil. On peut faire la diapo suivante. Merci. Pour être une approche dynamique d'évaluation du langage. C'est-à-dire que on met en perspective les compétences langagières avec l'arrière-plan sociolinguistique et on va situer les compétences langagières sur un axe développemental. On peut penser, alors on aime bien faire la comparaison pour ceux qui connaissent le Brazelton, l'échelle de Brazelton des bébés, d'évaluation des compétences des bébés, donc par Brazelton, ce pédiatre américain dans les années 50, qui a conçu une échelle qui permet de mettre en évidence les compétences du nouveau-né et de leurs parents. Et donc on a un peu le sous-titre, le petit surnom de l'ELAL, c'est le Brazelton des langues. C'est Marie-Rose Moreau qui avait dit ça dans je ne sais plus quel congrès il y a quelques années. Et c'est vrai que c'est assez parlant parce que nous, on a vraiment envie de révéler à l'enfant lui-même d'abord ses compétences en langue maternelle, parce que l'enfant peut-être se vit comme étant incompétent d'un point de vue linguistique parce qu'il ne parle pas encore le français, et le revaloriser avec sa langue maternelle, déjà, c'est une démarche très importante. Et puis, vis-à-vis des familles. Le contenu conceptuel est validé transculturellement, donc c'est-à-dire qu'on a fait passer des protocoles ELAL dans les pays d'origine. Donc, alors, on a pris 3 langues principales, donc le tamoul, l'arabe d'Algérie et puis le soninké, parce qu'on ne pouvait pas se focaliser sur toutes les langues. Donc, on a choisi 3 qui étaient très représentées dans le bassin de vie du 93. Et puis, on est allé dans les pays, enfin des collaborateurs bilingues eux-mêmes, des chercheurs qui étaient bilingues, à Balénie-Simon, à Wakamara, Malika Benabi, Dalila Rezouk, sont allés dans les pays faire passer des protocoles pour voir si les épreuves étaient saturées ou non dans les pays d'origine. Et effectivement, on a quelques épreuves qui ont saturé, mais très peu finalement. Donc, on pouvait utiliser cet outil sur le sol français avec les enfants de migrants de ces mêmes pays-là, sans avoir la crainte de la saturation des épreuves. L'outil ELAL se réfère à des universaux conceptuels en termes d'acquisition du langage, tout en attirant l'attention sur l'effet du codage linguistique. Alors là, je vais m'attarder un tout petit peu parce que c'est une donnée assez importante. On est avec les universaux conceptuels, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec des universaux du langage d'un point de vue codage. Un universaux conceptuel, les universaux conceptuels, par exemple, ça va être des nécessités d'exprimer certaines choses dans les langues qui sont présentes dans toutes les langues. Je prends un exemple, la temporalité. On est d'accord que la temporalité est nécessaire pour parler. On ne peut pas parler qu'au présent. On va forcément utiliser les notions de passé, d'actualité, de futur dans notre façon de narrer quelque chose, que ce soit une histoire ou la réalité. On va toujours avoir besoin d'exprimer la temporalité. Donc, ce concept de temporalité est présent dans toutes les langues. Par contre, ce qui va varier, c'est l'expression formelle, codage linguistique de cette temporalité. Donc, en français, par exemple, on a les flexions verbales, puisqu'on a des conjugaisons. Et si on prend le mandarin, donc, qui est une langue majoritairement parlée en Chine, eh bien, en mandarin, on n'a absolument aucune flexion verbale. Le verbe est un mot invariable, enfin une locution invariable, devrais-je dire plutôt, qui est accompagné d'un suffixe ou d'un préfixe, je crois que c'est un suffixe la plupart du temps, qui va indiquer le temps de l'action. Donc on voit bien qu'en fait, on n'a pas du tout la même construction formelle. Donc ce qu'on a essayé de faire avec les LAL, c'est de creuser des concepts présents dans toutes les langues et de pouvoir laisser émerger l'expression formelle, donc le codage linguistique de ce concept, dans la langue maternelle de l'enfant et voir si c'est présent. Donc, si l'enfant qui parle en mandarin met bien son petit suffixe, donc ça, c'est l'interprète évidemment qui nous aide à faire ça, à accompagner du verbe pour exprimer la temporalité, eh bien, on est rassuré sur sa capacité à prendre en compte le concept de temporalité. Et puis, on a accompagné aussi dans les LAL un protocole de guidage et de recommandation pour les interprètes. Ça, je passe parce que sinon, j'aurais pas le temps d'arriver au bout. On est d'accord que j'arrête vers midi 15-20 par là, c'est ça? Moi, c'est ce que je m'étais noté. Alors,
L'exploration des aptitudes langagières en contexte multilingue, donc c'est non exhaustif, des concepts présents dans toutes les langues. On essaye d'évaluer des connaissances minimales requises à l'âge de la passation. La passation est effectuée par un binôme chercheur-interprète. Alors, chercheur ou clinicien, hein, j'aurais pu préciser clinicien là, et un interprète. On a toujours un interprète avec nous. Enfin, c'est l'idéal. Et puis, on associe cette évaluation à une évaluation en L2, la langue française, pour ensuite obtenir des profils bilingues. Alors là, je vais passer les diapos suivantes parce que ça va être trop long sinon. Là, je vous avais décrit les concepts ciblés par l'outil en compréhension, expression, voilà, etc. Mais on va aller se mettre directement à la diapo 20, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, la passation avec notre outil ELAL, on s'accompagne évidemment de la clinique de la passation en situation bilingue, et notamment, là, j'insiste un petit peu là-dessus, sur les aspects infraverbaux, donc non-verbaux de la communication, qui sont très importants quand on entend une langue qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que les aspects infraverbaux, en fait, ce sont des éléments que l'on traite inconsciemment dans n'importe quelle situation clinique d'évaluation ou de thérapie ou de soins en orthophonie, peu importe, qui constituent ce qu'on appelle le contre-transfert. Et ces éléments-là, en fait, l'idée dans la passation en situation bilingue, c'est d'essayer de faire de cette exploitation inconsciente du contexte infraverbal, de le transformer en indicage de la qualité de la langue du patient. Si vous entendez un enfant parler en tamoul en consultation, vous allez pouvoir dégager des indices d'aisance, de fluidité, de prosodie, d'intonation, d'informativité, de pause, d'hésitation, de blocage, etc., qui vont vous donner un aperçu de son aisance dans sa langue ou pas, ou du plaisir qu'il a à parler sa langue. Et ça, c'est très important aussi pour évaluer la qualité, on va dire, émotionnelle de son expression dans sa langue maternelle. Et c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Moi, je me suis rendu compte beaucoup dans les passations bilingues. J'étais très étonnée d'ailleurs à quel point c'était puissant comme indissage, qu'on arrive à décoder des choses, même si on ne comprend absolument rien dans le corpus d'un point de vue purement formel. Alors, la diapo suivante, s'il vous plaît. Ensuite, en situation bilingue, évidemment, avec l'interprète, il va falloir qu'on cadre les choses de manière très précise. L'objectif de l'évaluation, le cadre de la séance, qui évalue, la relation entre le clinicien et l'interprète, est-ce qu'on est en thérapie, est-ce qu'on est en guidance familiale, parentale, est-ce qu'on est en évaluation. Donc le travail conjoint clinicien ou chercheur-interprète en amont, donc avant la consultation et au décours de la consultation, est très important. Ça reste des évaluations très chronophages, ça c'est vrai. On ne peut pas faire l'impasse sur ce travail-là parce que sinon on perd énormément de bénéfices de l'évaluation bilingue en elle-même. Alors, la construction bilingue ensuite, donc là je vais essayer de passer un petit peu vite parce qu'il reste peu de temps. Juste avoir en tête que quand on a une construction bilingue, les langues s'interpénètrent. En fait, il y a une interdépendance des langues qui est un phénomène qui opère chez n'importe qui va apprendre une langue seconde, quel que soit l'âge. Donc la théorie des seuils, on va passer parce que ça c'est assez technique et puis on n'a pas vraiment le temps, mais c'est surtout le phénomène de l'interlangue sur lequel je vais m'attarder un tout petit peu, qui est important parce que le concept d'interlangue, donc c'est Vogel qui en a parlé dans les années 90, ça désigne le système linguistique de l'apprenant de la langue seconde. C'est un système linguistique transitoire qui forme la langue de l'apprenant à mesure qu'il est confronté à la langue cible. Donc en fait, c'est toute la phase transitoire entre le moment où l'enfant qui va arriver à l'école avec sa langue maternelle comme bagage et son socle évidemment sur lequel il va s'appuyer pour rentrer dans la langue seconde, l'enfant va arriver et puis va être progressivement exposé au français et va construire un système linguistique transitoire qui forme sa langue, son interlangue. Et dans cette interlangue, il y a évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, des locutions typiques qui sont non formellement correctes pour le français, mais qui font partie de l'interlangue et qui sont nécessaires à l'enfant pour avancer vers une pratique formelle bonne de la langue seconde. Et donc, si on arrête, par exemple, si on reprend trop un enfant qui est dans cette interlangue-là, en petite section, en moyenne section, si on le reprend trop tout le temps, il va se décourager. C'est-à-dire que toutes les micro-tentatives qu'il va faire pour rentrer dans la langue seconde, et si on lui met tout de suite sous le nez l'aspect formel correct de la langue, avant qu'il ait le temps de se l'approprier, eh bien, ça va finir par un peu éreinter ses efforts de reliaison, justement, entre sa langue maternelle et la langue seconde. Donc ça, c'est tout un processus où on entend les enfants qui parlent le français, mais un français très approximatif.
on s'inquiète, on se dit, oh là là, ça va pas, il est en train de perdre son socle de langue, alors qu'en fait, il est, comment dire, en train de faire son interlangue. Et il est en train d'apprendre la langue seconde. Et il y a toujours des interférences entre L1 et L2. Et évidemment, l'interlangue va obéir à des caractéristiques liées à la langue maternelle. L'interlangue d'un petit anglophone qui apprend le français ne va pas être le même que l'interlangue d'un petit arabophone qui apprend le français. Donc là aussi, on va avoir des variations très importantes. Alors, on continue. Là, dans la construction bilingue, donc là, j'ai reparlé bon, c'est des choses un peu pointues, mais c'est intéressant parce que là encore, on est dans des éléments qui sont qu'on peut retrouver dans toutes les langues et d'autres qu'on ne retrouve pas dans toutes les langues. La macrostructure d'un récit, donc les compétences narratives d'un enfant quand il va raconter une histoire, la macrostructure, c'est le fait d'avoir un récit qui se déroule dans le temps. Donc un début, un milieu, une fin, c'est la cohérence. Ça se trouve dans n'importe quelle culture. Tous les récits existent. Enfin, les récits existent dans toutes les cultures, pardon. Après, la microstructure, c'est la cohésion, c'est vraiment les outils linguistiques dont on dispose pour pouvoir construire une macrostructure. Et là, on est dans le codage linguistique, dans les aspects formels des langues. Donc ça, évidemment, ça va varier. Donc on est d'accord que l'aspect narratif est présent, les histoires. Toutes les cultures racontent des histoires, mais toutes les cultures ne les racontent pas de la même façon d'un point de vue purement formel. Donc là, je vais passer aussi, parce qu'on sait bien que la dimension narrative évolue avec l'âge et avec les cultures et les points de vue narratifs. Donc ça, on va passer aussi. Alors, je suis désolée, je suis passée un peu vite sur la construction bilingue, mais c'est vrai que comme on a un peu moins de temps. Là, je vous parle des profils bilingues. Quand on a fait un protocole ELAL, et une évaluation en seconde avec les outils classiques, standardisés, qu'on connaît, la NIL, Exalang, etc. On va dégager des profils bilingues. Alors nous, on en a dégagé 4. Le premier, c'est bilinguisme harmonieux, ou harmonie des langues, HDL. Bon, là, tout va bien. Hein. Le deuxième, c'est le bilinguisme à l'avantage de la langue maternelle, c'est-à-dire que la langue maternelle est dominante. Le troisième, bilinguisme à l'avantage du français. Et le quatrième, c'est celui qui est vraiment intéressant pour notamment les orthophonistes et tous les acteurs soignants des enfants qui ont des troubles du langage et des apprentissages, c'est ce qu'on a nommé la vulnérabilité langagière. Là, les deux langues sont touchées. L'interprétation de ces profils, on va avoir donc, des hypothèses. Hein, je me cale sur le même, voilà, ça y est. Donc, harmonie des langues, tout va bien, ça se développe tranquillement. Alors, les hypothèses qu'on a pu poser pour le bilinguisme à l'avantage de la langue maternelle, ça peut être des primo-arrivants précoces, donc des enfants qui sont arrivés très tôt dans leur vie sur le territoire français. Ça peut être le processus d'apprentissage en cours. Ça peut être aussi dans un clivage des langues avec une expression de la vulnérabilité. Donc là, c'est vrai que c'est bien quand on est dans un contexte comme ça, quand la langue maternelle est vraiment dominante dans la vie de l'enfant. Alors chez un petit qui arrive en petite section, c'est normal, évidemment. Quand on est avec des enfants plus grands, il faut qu'on essaie de se poser la question de ce clivage-là, et notamment dans la consultation transculturelle qui existe toujours à Avicenne, ce sont des thématiques qui sont très fréquemment exposées, enfin en tout cas invoquées pour la demande de consultation. Ensuite, le bilinguisme à l'avantage du français. Donc là, c'est un processus, l'hypothèse, c'est processus d'apprentissage de L2 en compétition avec la langue maternelle. On peut être aussi dans un contexte d'attrition de la langue maternelle, j'ai évoqué ça tout à l'heure, l'attrition de la langue, ou alors, dans un cas très particulier, absence de transmission, donc c'est ce que j'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure sur ces familles parfois qui arrivent en consultation transculturelle en disant clairement que pour eux, la transmission de la langue maternelle n'est pas possible. Alors, pour des raisons très souvent du côté du psychotrauma, donc ça, c'est des choses qui se retravaillent justement en consultation psychotrauma, la transmission du trauma. Comment on peut faire pour essayer quand même que malgré tout la langue maternelle soit transmise, puisqu'on sait que la langue maternelle, la transmission de la langue maternelle a un effet protecteur très important pour le développement des enfants issus de la migration, des enfants qui grandissent dans plusieurs langues et plusieurs mondes. Et puis le quatrième profil, la vulnérabilité langagière. Alors on peut être dans un cadre de retard et de parole simple, langage simple dans les deux langues. Troubles structurels du langage, donc la fameuse dysphasie, si on est dans ce type de trouble, on va avoir des atteintes dans les deux langues. Alors, ce qui est compliqué parfois de mettre en évidence, c'est que
Les atteintes ne sont pas toujours dans les mêmes modalités, c'est-à-dire qu'on peut avoir des atteintes syntaxiques en français et puis lexicales dans la langue maternelle, par exemple. Donc, ça ne va pas forcément être complètement correspondant en termes d'atteinte, mais on va trouver des atteintes massives, invalidantes, qui empêchent le développement du langage oral. Et donc là, on a l'enjeu de l'investissement des langues et de l'enculturation qui se présente dans ce cas de vulnérabilité langagière, avec tout un travail que l'on peut essayer de reprendre avec notamment la consultation transculturelle. Donc, ce qu'il faut retenir d'une manière générale avec l'outil ELAL, donc là on va passer à la diapo suivante, c'est qu'on peut évaluer la langue maternelle en population générale et que ça va permettre de modifier les représentations sur les enfants migrants, du fait qu'on va évaluer des compétences qui ne sont pas explorées et qui ne sont pas visibles jusqu'à présent. Donc on va les mettre en évidence, on va les mettre en valeur, on va les révéler aux yeux des enfants et de leurs familles. Et ça permet de décrire le processus dynamique de la construction du bilinguisme. Donc, par exemple, si on réutilise l'outil, comme je vous rappelle qu'on est avec un outil non standardisé, on peut tout à fait le réutiliser sans aucun problème avec les questions d'effet test-retest. On peut le réutiliser autant de fois qu'on le souhaite et autant de fois qu'on a besoin. En situation clinique, ça va aider au diagnostic de troubles du langage, de l'expression de la vulnérabilité langagière, est-ce qu'on est dans un SLI ou pas, etc. On va contribuer à construire le profil bilingue qui va révéler les compétences des enfants. Donc parfois, les enfants sont surpris eux-mêmes de constater qu'ils ont des compétences. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça peut être utilisé comme un outil de médiation dans les prises en charge thérapeutiques, dans les suivis thérapeutiques, quels qu'ils soient. Parfois, le fait de faire intervenir la langue maternelle dans la consultation, soit psychologue, clinicien, infirmier, orthophoniste, psychomotricien, pédopsychiatre, etc., pédiatre, enfin voilà, tout un tas de gens qui interviennent avec les enfants bilingues. Ça peut être un médiateur important. Et puis, ça peut aussi être utilisé au sein des PMI. Les puéricultrices peuvent tout à fait utiliser cet outil pour essayer de voir comment l'enfant parle sa langue maternelle. Est-ce que c'est rassurant de voir que l'enfant parle bien sa langue maternelle? Alors là, on va passer les suivantes, parce que là, je commence à me rendre compte qu'il est presque 12h20, ça ne va pas du tout. On va passer à la diapo 28. Oui, merci. Donc là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on avait construit en même temps que l'outil ELAL, le protocole d'exploration des langues maternelles, on a construit un questionnaire parental d'exploration des parcours langagiers des enfants, de leurs parents et éventuellement des grands-parents. Donc là, c'est un questionnaire qui est extrêmement long à faire passer. C'est entre 1 heure et 1 heure et demie pour chaque famille, parfois plus si on fait le papa d'abord et la maman après. Et on essaie d'explorer en fait comment les langues se sont construites de manière intrafamiliale, comment elles sont investies ou désinvesties, comment elles sont utilisées à la maison, à l'extérieur, est-ce qu'elles sont interdites, est-ce qu'elles sont ambivalentes. Enfin, on essaie vraiment d'avoir une photo de l'état des lieux, des pratiques langagières des familles pour essayer de remettre en lien ça avec l'état du bilinguisme de l'enfant qu'on a évalué par ailleurs avec les outils classiques en français et les LAL en langue maternelle. Ensuite, les perspectives de ça, eh bien, on souhaite améliorer l'évaluation des troubles du langage chez les enfants de migrants avec leur langue maternelle évaluée. L'optimisation des prises en charge thérapeutiques, parce que comme on a dit ce matin, effectivement, des enfants qui sont dans l'interlangue n'ont rien à faire chez les orthophonistes, sauf que la plupart du temps, les orthophonistes se retrouvent avec des listes d'attente absolument colossales parce qu'on est inquiet pour le langage des enfants qui sont en train d'apprendre le français et peut-être qu'effectivement la langue maternelle est un petit peu vacillante, mais ça on ne le sait pas. Donc là, c'est vraiment pour essayer de faire le tri dans ces enfants-là. Qui a besoin d'aller chez l'ortho, qui n'a pas besoin d'y aller. Ensuite, la formation des professionnels, la sensibilisation des intervenants au milieu scolaire et éducatif, à l'utilité, mais le terme, c'est un terme bien plus fort que ça, l'aspect crucial, absolument crucial de la transmission de la langue maternelle pour bien acquérir la langue française. Nous, on est vraiment dans une dynamique avec l'équipe d'une langue à l'autre sur le droit à la langue maternelle comme un droit fondamental. Donc, évidemment, l'importance de la valorisation des langues maternelles dans tous les espaces de vie du sujet, pas uniquement l'école, pas uniquement l'hôpital, mais aussi à l'extérieur. Et ça, bon, c'est encore quelque chose de très compliqué. Quand doit-on s'inquiéter? Oui, alors ça, je peux juste en dire 2 mots.
Tout à l'heure, je l'ai évoqué, chez les petits notamment qui arrivent en maternelle, l'inquiétude, elle ne doit pas forcément venir du fait que l'enfant s'arrête transitoirement de parler parce qu'il s'aperçoit que sa langue maternelle n'est pas utile à l'école, en tout cas ne le sert pas à l'école. Mais par contre, tout ce qui va être important à garder, c'est ses capacités relationnelles non verbales. S'il maintient des relations avec ses pairs, avec les enseignants, même de manière non verbale, on peut être assuré. S'il abandonne ça, là, ça peut être inquiétant. Effectivement, on va quand même se poser la question des consultations pédopsie et psycho. Évidemment, importance spéciale de la dimension pluridisciplinaire, hein, mais ça, je pense que tout le monde est convaincu de ça, et que notamment les enfants de migrants sont encore plus sollicitent la sphère éducative, soignante, sociale et psychosociale pour pouvoir les prendre en charge au mieux, en tout cas au plus près de leurs besoins. Donc, en conclusion, effectivement, on est dans un champ d'exploration avec des complexités de situations cliniques toujours très élevées dans le domaine du bilinguisme. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de François Grosjean, donc du coup, j'ai rajouté, alors je l'ai un peu mis en... Il parlait du principe de complémentarité. En fait, j'aime bien cette idée parce qu'il parle du fait qu'un bilingue n'est jamais parfaitement bilingue, équivalent dans les deux langues. C'est-à-dire que les langues sont toujours en train de bouger dans sa vie en fonction des situations. Un bilingue va choisir une langue selon qu'il est avec des amis ou avec des gens, des collègues au niveau professionnel, ou dans une conférence comme on est là maintenant, par exemple, ou bien dans je sais pas, moi, simplement une expression d'affect et d'émotion avec ses enfants. Donc, il va privilégier l'une ou l'autre des langues, et les langues ne seront jamais à complète équivalence. Donc ça, c'est très important parce que finalement, on a un peu l'impression que on va considérer les bilingues comme étant seulement les gens qui naviguent parfaitement d'une langue à l'autre tout le temps. Or, on peut être bilingue en ayant une langue un petit peu moins élaborée que l'autre. Et on est quand même bilingue, exposé au bilinguisme. Voilà, donc évidemment, ça reste un moteur créatif très puissant. On invente tout le temps des manières de faire différentes avec les enfants bilingues, plurilingues, quel que soit le champ professionnel. Et puis, c'est vrai que la prise en compte des liens entre les mondes d'appartenance des enfants, avec l'idée que le projet socio-éducatif de soins et des enfants en situation de bilingue est vraiment lié aux aspects plus généraux et transculturels de la situation. Donc, on est dans quelque chose de très global. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai été très vite sur certaines choses, mais j'espère avoir dit le principal.